Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de notre note d'analyse sur UPS. Et je rappelle ici que la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, UPS, on en a parlé dernièrement. Et c'est une compagnie qui est dans une situation un peu spéciale. Alors, pas spéciale parce que tout se passe mal au sein de l'entreprise ou quoi que ce soit, non. Tout simplement parce que le comparable ici est un peu compliqué. Dans le sens où, parce que la pandémie n'est pas si loin que ça, n'oubliez pas, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont été affectées positivement en passant. Il y a Benzel qui peut être une entreprise intéressante ici, qualitativement. Ok, le quantitatif reste à voir. Donc, c'est ça que je voulais plutôt mettre. Bon. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur de la logistique ici, qui ont eu tendance à faire beaucoup d'argent, notamment UPS, FedEx, Zim, tout ça. Bon, je ne dis pas que Zim c'est qualitatif, mais voilà. Vous avez UPS qui a gagné beaucoup d'argent en 2021, 2022. OK? Donc, l'année 2023, quand on voit à peu près une décroissance de revenus par rapport à la période précédente, donc 2022, on va se dire, ouh, l'entreprise est en train de perdre de l'argent, le revenu, peut-être que le business model n'est pas bon, ou bien le marché est en pleine contraction ici. Ce n'est peut-être pas ça. Oui, le marché se contracte, mais il y avait des revenus exceptionnels en 2022 et 2021. En réalité, quand on regarde cette compagnie, il faut la comparer par rapport à ce qu'on a eu en 2020. Or, quand nous avons 2023-2024, la période est un tout petit peu morose. OK? Donc, on est peut-être ici sur une avant-récession. D'accord? Je ne dis pas que nous sommes en récession. Hein. Moi, je vous ai toujours dit ici que ce qui m'intéresse, c'est la qualité des entreprises et les acheter à bon prix. Maintenant, ce que le marché fera, ce que les économies feront ici après, je ne dirais pas que ce n'est pas important. Mais voilà, le plus important pour moi, c'est d'acheter des entreprises solides qui pourraient résister en période difficile tout en me gardant une assez bonne marge de sécurité. Donc, je vais donc mettre à jour cette note d'analyse. Vous remarquerez ici que la note d'analyse précédente, à peu près datée du mois de août, donc en août, on a eu les résultats financiers du mois de septembre, également du mois de décembre par là. Donc, on a à peu près 2 trimestres de retard, d'accord? Donc, on va à peu près normaliser en date d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est important de lire les rapports financiers à chaque fois. Vous allez également voir ici, bref, on va lire la note d'analyse et on va revenir ici sur les commentaires, tout en commentant bien sûr. Alors, UPS a conclu une année 2023 difficile avec des résultats décevants au 4e trimestre. Entre parenthèses, décevants, ok, parce que les attentes étaient plus élevées que prévu. Or, les prévisions ici sur les dernières années, par rapport aux dernières années, les prévisions seront un tout petit peu plus compliquées. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires a chuté de 7,8% en glissement annuel. Le average daily volume ayant baissé de 7,5% en raison des pressions macroéconomiques persistantes qui ont incité davantage de clients à délaisser le fret aérien au profit du fret terrestre. Donc, le volume quotidien moyen des vols intérieurs a diminué de 15%, tandis que celui du transport terrestre a baissé de 5,8%. La demande des grosses entreprises clientes a diminué soit parce que leurs activités sont en baisse de manière générale, soit parce qu'elles ont encouragé l'achat en ligne et le retrait en magasin. Donc, on se passe ici d'une entreprise ici de logistique comme FedEx ou UPS. Donc, les ventes B2B américaines, donc qui représentent 35% du volume total, ont reculé de 6,8% en raison de la faible demande des clients du secteur de la vente au détail, de l'industrie manufacturière et de la haute technologie. Donc, le segment B2B continue également de souffrir du fait que des clients se sont tournés vers FedEx ou le service postal américain lorsque des perturbations semblaient probables pendant les négociations d'UPS avec le syndicat des Teamsters au cours de l'été dernier. Ok, donc il y a un certain volume ici qui a été détourné vers FedEx et la poste américaine. Fin décembre, la société a affirmé avoir récupéré
près de 60% du volume détourné pendant le conflit social. Au niveau international, la faiblesse de la demande a continué à peser sur les volumes en Asie et en Europe, car plusieurs pays économiquement importants restent en récession et sont confrontés à une inflation persistante, ce qui pèse sur la demande et conduit à une moindre utilisation des services express. En ce qui concerne 2024, le ADV, donc le Average Daily Volume, devrait passer d'une valeur négative par rapport si on prend la comparaison des années précédentes ici, donc d'une valeur négative au premier semestre à une valeur positive au second semestre. Ça reste une prévision. Okay? Parce que là, on revient à peu près à une certaine normalisation par rapport aux revenus de 2019. Cette évolution devrait résulter du fait qu'UPS rattrapera l'impact de la déviation des volumes. Donc, c'est la condition. Les volumes, les 40% restants ici, d'accord, on espère les récupérer ici on espère qu'ils vont revenir vers UPS. Enfin, c'est du moins ce que la direction prévoit. Donc, on a déjà vu ici qu'on a 60% qui sont revenus. On espère avoir, en tout état de cause ici, le 40% restant. Donc, c'est juste une normalisation. La direction a pris des mesures pour ajuster la structure des coûts. Les retombées de la pandémie sont désormais loin derrière et UPS doit maintenant adapter ses activités à la baisse des volumes. C'est pourquoi, donc, pendant que l'activité était en pleine expansion ici, notamment quand on avait en pleine pandémie ici, on a dû engager du monde. OK? Donc, c'est pourquoi une réduction des effectifs de 12 000 personnes a été annoncée, ce qui devrait permettre d'économiser environ 1 milliard en 2024. Notons que ces économies font pâle figure par rapport au coût total du contrat avec les Teamsters, qui ne dépasserait pas les 30 milliards de dollars sur les 5 ans de l'accord, dont la moitié environ est comptabilisée en 2023. L'accord ici, c'est un mix entre des salaires un tout petit peu plus élevés et une bonification ici au niveau des avantages. Donc, ce n'est pas uniquement des dépenses opérationnelles. Ça peut être également ici peut-être la limite ici au niveau du, comment on appelle ça, au niveau des assurances, au niveau de l'assurance santé, etc. Ou bien au niveau ici du fonds de pension, parce qu'elle a un énorme fonds de pension. D'accord? Et vérifiez généralement quand on parle du fonds de pension ici que l'entreprise, le fonds de pension en question est totalement ici, comment on appelle ça encore, est financé à 100%. La financer à 100% n'est peut-être pas le bon terme ici, mais je veux dire une chose. Chaque année, l'entreprise sait à peu près combien est-ce qu'elle doit mettre dans son fonds de pension de manière générale. Si le fonds de pension doit être à 10 milliards et qu'on est à 8 milliards, ça veut dire qu'on doit 2 milliards. Il y a des entreprises qui s'amusent à aller puiser généralement dans les caisses ici ou bien à sous-pondérer la somme qu'ils devraient ajouter dans le fonds de pension ici afin de pouvoir gonfler les bénéfices nets. Donc, faites très attention au niveau de UPS. Regardez le fonds de pension. Regardez le fonds de pension s'il est à peu près financé à 100%. OK? Donc, s'il dépasse un tout petit peu, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas qu'on doive de l'argent à ce niveau-là. Parce que ça veut dire ici que si on doit de l'argent, c'est une dette. Hein? C'est une dette. Donc, ça veut dire ça va peut-être ici entraîner une réduction des dividendes, d'accord? Ou bien ici, une réduction ici un échelonnement encore plus élevé, en termes d'échelonnement aussi au niveau de la dette ici, un peu plus élevé, donc soit peut-être des taux d'intérêt plus élevés, surtout en période actuelle. Faites attention, toujours aller vérifier le fonds de pension. Par ailleurs, UPS explore des alternatives stratégiques pour son activité de transport routier connue sous le nom de Coyote en raison de sa nature cyclique et de la volatilité considérable de ses bénéfices. Donc, ils veulent vendre ce segment d'activité-là, d'accord? Ils veulent s'en débarrasser totalement. Et contrairement à peu près la compagnie qu'on appelle FedEx, qui a à peu près une activité à peu près similaire. C'est pour ça que FedEx et UPS ne se ressemblent pas vraiment, ok? C'est de la logistique essentiellement, ici, livraison des colis, etc., mais ils ne font pas la même chose de la même façon. OK? Donc, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire ici après la lecture des rapports financiers pour le 4e trimestre 2023. Maintenant, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc, on s'attend notamment à ce que par rapport à la dernière vidéo, vous avez remarqué ici qu'en 2026, on s'attendait à peu près à du 13 $ l'action. Là, c'est 10,68 $.
OK? Et on avait pris également ici 20 fois les bénéfices, qui est une partie qui est à peu près un multiple optimiste par rapport à United Parcel, parce qu'en période ici de maturité, elle va avoir tendance à s'échanger aux alentours de 17 fois les bénéfices par là. N'oubliez pas également que les free cash flow sont généralement moins élevés que les bénéfices nets, un tout petit peu plus volatiles. C'est la raison pour laquelle ça peut être un tout petit peu difficile ici c'est pas parce qu'une entreprise va rapporter $100 ici en bénéfice net qu'elle va encaisser $100. Donc ça peut à peu près fausser le résultat ici au niveau de ce que vous encaissez à la fin de la journée. Donc, prends 20 fois les bénéfices ici, ça sous-entend qu'on aura tendance ici à avoir le même niveau de bénéfice net égal au free cash flow dans le futur. Donc, il faut comprendre dans quoi est-ce qu'on utilise les bénéfices nets et les free cash flow actuels. D'accord? Faites attention. Donc, en prenant 20 fois les bénéfices ici, c'est très optimiste. Il faut toujours, je dis bien toujours, prendre en considération, en date d'aujourd'hui, des éléments. Il faut toujours prendre en considération les free cash flow actuels. D'accord? Donc, le multiple ici à 17 est peut-être le mieux adapté par rapport à ces bénéfices-là plutôt que le 20. OK? Donc, en prenant 20 fois les bénéfices ici, n'oubliez pas que ça sous-entend certains éléments, donc tout ce que je vous ai cité précédemment. OK? Donc, il faut également vous garder une marge de sécurité assez élevée ici. Donc, si on prend à peu près, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $147 un business qui pourrait me rapporter $10,68 d'ici 2026, d'accord? Ça fait à peu près un rendement sur coût de 7%. Et vous allez remarquer qu'on aura le même 7% précédemment. Or, aujourd'hui, on a des bénéfices nets moins élevés. Regardez également que les prévisions des analystes ont changé sur sur les 6 derniers mois. Ici, on avait à peu près $13,51 en 2026. Là, maintenant, c'est $10,68. D'accord? Donc, ça diminue énormément. Tout simplement parce que la comparaison n'est pas facile par rapport à 2022. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut peut-être prendre en comparaison dès le départ 2020. D'accord, extrapoler un tout petit peu avec 5% de croissance en moyenne, on va tomber aux alentours de $10 ici. Donc, je pense même que le $10 est plus adapté par rapport aux $13. Tant mieux si on a plus que ça. OK? Tant mieux si on obtient plus que ce montant-là. Si on prend en considération la dette nette ici, donc on a à peu près $213, moins la dette nette actuelle, d'accord? Donc la dette nette par action, ça donne un tout petit peu, ça donne à quelque chose aux alentours ici, donc moins $24 ici, donc ouais, c'est ça, moins $24. 213 moins 24, ça nous donne combien? Donc 2, 1, 3, moins 24, ça donne à peu près $189. Donc, par rapport à la dernière vidéo, si vous avez payé à peu près, enfin, je ne vous demande pas d'aller payer une entreprise parce que vous pensez parce que je vous ai dit qu'elle est sous-évaluée quantitativement ou bien parce que moi j'ai lu les rapports financiers ici. Non, d'accord, je ne fais pas ce travail-là pour vous. OK? Là, ce que je fais généralement dans les notes d'analyse ici, c'est une façon ici de vous donner à peu près un avis un avis autre que celui que vous pourrez avoir ici en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, vous pouvez retrouver la même chose, peut-être, ce qui pourrait vous guider peut-être à rechercher les mêmes informations. Vous pouvez trouver également des informations complémentaires parce que n'oubliez pas que tout ceci est fait selon mon propre entendement, ma propre sensibilité. Donc, il faut faire très attention ici. Il est vrai qu'on prend les éléments quantitatifs, on va rechercher la raison derrière ces éléments-là, mais dans les notes d'analyse qui sont gratuites jusqu'aujourd'hui, la dernière journée c'est aujourd'hui, après aujourd'hui, ça sera complètement fermé. OK? Ce n'est pas fermé dans le sens où ça ne va plus exister, non. Fermé tout simplement parce que ça ne sera pas gratuit. D'accord? Ceux qui veulent profiter de la version gratuite peuvent l'avoir. Ceux qui peuvent, après le 29, donc après aujourd'hui, vous pourrez avoir ça. Vous pouvez les avoir ici de manière payante. Donc, vous avez un code discount ici sur chacune de ces notes-là, en bas de page. OK? Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Donc, pour UPS ici aujourd'hui, on ne va pas juste la regarder du point de vue dividende. Il faut remarquer également que le fait qu'elle ait augmenté énormément le dividende entre 2021 et 2022 peut être un problème pour moi. Tout simplement parce qu'on ne paye pas le dividende avec les bénéfices nets, on paye le dividende avec les free cash flow. Or, on aura des free cash flow en termes de prévision peut-être moins élevés en 2023, donc on va payer avec de la dette. Cette décision-ci n'était peut-être pas la bonne. Sauf si et seulement si c'était une décision, c'était un bénéfice, c'était un dividende si extraordinaire. Donc, il faudrait aller vérifier cette partie-là. Est-ce que c'est spécifié comme étant dividende extraordinaire? Je n'en sais rien. Je devrais aller regarder ça parce que vous devez savoir une chose. Moi, quand j'analyse une compagnie, le dividende pour moi, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le plus important, c'est toujours ici la stabilité des free cash flow / bénéfices nets. Mais les free cash flow priment toujours. OK? Donc, si vous l'avez eu à $200, vous n'avez peut-être pas un mauvais prix. Mais pour le moment ici, il y a une certaine pente à remonter. Et la comparaison par rapport à 2021 et 2022 n'est peut-être pas adaptée. Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne à ce niveau-là.
OK? Donc, je pense que ça reste ici une entité assez intéressante au prix, enfin, intéressante au prix actuel. Et prêtez également attention à la taille du marché, d'accord? Et au potentiel de croissance futur. Donc, si on prend ici du UPS par rapport à la dette nette, parfait. On a du 20 milliards ici de dette nette. Par rapport à ce que l'entreprise dégage généralement en termes de free cash flow, parce qu'on repaye la dette ici avec les free cash flow, on dégage à peu près 5 milliards par là. On peut repayer la dette ici en 5 ans. En 4 ans même, si vous voulez. Mais n'oubliez pas que les net income sont plus élevés que les free cash flow. Ici, on peut également être sujet à un BFR parce qu'on fait ici, on fait généralement du business avec certaines entreprises dont c'est essentiellement du B2B. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a parfois ici des modalités de paiement et on investit également parfois dans notre infrastructure. Parce que c'est même ça, en fait, le cœur. Il faut absolument qu'elle investisse toujours, continuellement dans son infrastructure, histoire d'améliorer la productivité ou bien l'efficience de ce business-là. Donc, pour moi, UPS au prix actuel ça reste toujours assez intéressant. Réfléchissez en termes de rendement. Le dividende en lui-même, il est safe. Rappelez-vous, si on arrive à délivrer du 10 $ par action, le 4,41% qu'on paie en date d'aujourd'hui est correct. On peut le payer. Okay? Par rapport à ce qu'on livre sur les dernières années ici, donc on a à peu près du 8,50 $ par là. Donc, par rapport au prix actuel, on a à peu près un rendement de 5,114%. Donc, quand vous enlevez le dividende actuel, d'accord? Donc, il vous reste à peu près 1% par là pour payer le dividende ici, la dette, etc. Bref, ça reste intéressant à aller regarder en profondeur au prix actuel. La croissance ne sera pas de 20% ni de 30%, comme vous pouvez le voir ici pendant la pandémie. C'était une croissance exceptionnelle. En moyenne, nous avons entre du 5 et 6% par là. Donc, maintenant, sachez que la comparaison sera peut-être difficile par rapport à 2021 et 2022. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, les notes d'analyse gratuites, ça se termine aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.